Bonsoir à toutes et à tous. Le sport s'invite dans Débat 973 ce soir. 2020 aura été synonyme de traversée du désert pour bon nombre de clubs, d'associations sportives et de ligues sportives. Comment s'en relever? Comment avoir pu garder les licenciés afin de ne pas perdre ce lien qui va bien au-delà de la pratique sportive? Nous verrons que l'impact financier est important pour les clubs, notamment au niveau de l'emploi dans ce secteur. Et puis, pour la reprise, il a fallu se réinventer, appliquer des protocoles très exigeants, modifier parfois même l'ADN des championnats. Le sport se dévoile, le sport nouveau même, on peut le dire, se dévoile dans Débat 973. Avec nous pour nous éclairer, Yvonique Matillon, bonsoir. Bonsoir. Présidente du CSAB, le club sport et animation de Bonhomme. Parmi vos activités, judo, nous avons également le self-défense au Taïso. Situé dans un quartier populaire, vous avez un rôle éducatif et social important. En plus de la pratique du sport, vous nous direz donc comment cela se présente pour votre association. Sainte-Luce Mazarin, bonsoir. Président de la commission d'organisation des courses sur piste au sein de la Ligue d'athlétisme de la Guyane. Pas de compétition pour les athlètes pendant l'année 2020, mais ils ont pu maintenir leur entraînement, pas dans les stades non plus, mais en pleine nature. Une véritable aventure que vous allez nous raconter. Paul Polydor, bonsoir. Président de la Ligue de handball de la Guyane. Vous avez à gérer un pôle féminin, une filière interrégionale pour les garçons, un championnat avec plusieurs catégories. Vous nous direz comment vous arrivez à assembler ce puzzle avec les contraintes qui s'imposent à vous. Vincent Guertin, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du comité de rugby. Votre discipline sur le plan des licenciés tire son épingle du jeu, car contrairement à beaucoup d'autres, pas de perte d'adhérents. Vous enregistrez même la création d'un nouveau club. Vous allez donc bien nous donner cette recette. Alors vous le savez, je ne vous apprends rien, vous le savez plus que moi-même, les entraînements et les compétitions ont pu reprendre ici en Guyane. Cela a été jusque-là réservé aux sportifs de haut niveau. Beaucoup de reprises, notamment ce week-end. Les ligues et comités du pays se sont battus pour cela, mettant en avant le rôle social et éducatif des associations. Désormais, la pratique du sport est autorisée au-delà de 19 heures. Les clubs, une pratique pas tout à fait comme avant. Protocole sanitaire strict à suivre. Exemple avec le volleyball à travers ce reportage de Guillaume Perrault. Du gel, des masques, un thermomètre frontal et du produit désinfectant. Avec ce matériel d'hygiène, la Ligue de volleyball encourage la reprise des entraînements, des compétitions et accompagne les clubs dans cette période compliquée. C'est notre rôle aussi de pouvoir encadrer les jeunes comme les adultes, parce que faire des pratiques non encadrées, ça voudrait dire que ça serait des personnes qui sont en risque de pouvoir être en contact avec le Covid. Du 8 au 16 janvier, à cause de la reprise épidémique, les clubs et associations ont dû fermer leurs infrastructures, alors que dans le même temps, les scolaires continuaient de pratiquer au sein des établissements. Une incohérence pour les ligues sportives qui ont travaillé ensemble et avec les services de l'État pour établir un nouveau protocole et permettre aux clubs de rester ouverts malgré la crise sanitaire. Au volley club de Rémire-Montjoly, les enfants rentrent masqués. Une fois les mains lavées et la prise de température effectuée, l'entraînement peut commencer. Ça s'entraîne bien et c'est un gymnase, c'est grand, on a plein d'espace pour jouer. Le sport, on bouge le corps, c'est de l'énergie. Quand on ne fait pas de sport, c'est dur. Si on garde la forme, on aura moins de chances d'avoir le Covid-19. Le confinement, c'est bien niveau santé, mais après, on s'ennuie beaucoup chez soi et voilà. Ça fait du bien de voir du monde, tout en respectant évidemment les règles. Avec ce nouveau protocole, les sportifs peuvent obtenir une dérogation pour l'entraînement jusqu'à 21 h. En volley, les compétitions devraient reprendre courant du mois de février. Il n'y a donc plus de temps à perdre, il faut jouer. Il faut donc jouer, mais on va en parler tout à l'heure de ce jeu qui a repris à travers un accord, notamment entre les sportifs, les collectivités locales et la préfecture. Mais avant, il est tout de même important de connaître comment cette difficile année 2020 a été vécue, surtout comment l'on parvient à s'en sortir. Yvonique Matillon,
Que retenez-vous, comment avez-vous vécu cette année 2020? Vous, surtout le judo, sport de contact par excellence, où vous étiez directement touché par cette crise. Oui, tout à fait. Donc, on a reçu la communication brutalement, comme tout le monde. En mars 2020, donc. Voilà, qu'il fallait fermer. Donc, une fois fermé, on a commencé à un petit peu cogiter, à savoir comment est-ce qu'on va s'organiser pour quand même... parce que la saison, elle était en cours, il fallait la terminer. Donc, comment terminer la saison pour tenir un petit peu les adhérents et les emmener jusqu'à la fin, parce qu'on avait commencé les passages de grade, mais ils n'étaient pas terminés. Donc, il fallait trouver quelque chose qui puisse coller jusqu'au passage de grade. Et ce travail-là a été très bien fait par le directeur technique, Éric Emmanuel, qui s'est pris un petit peu... Vous aviez préparé ça là en amont? Vous aviez pressenti quelque chose? Non, c'est-à-dire que une fois qu'il fallait mettre les choses en place, on s'est quand même réunis quand même au téléphone, c'était la mode. Donc on se donnait les idées. Une fois que toutes les idées avaient été mises en place, on a posé les choses et on a commencé tout au début par des challenges vidéo. Voilà. Donc le directeur technique posait des clauses, disait que cette semaine-là, il fallait faire, par exemple, tel exercice, des pompes. Et vous échangez les vidéos, voilà. Et c'était corrigé par les coachs. Les jeunes devaient le faire chez eux, dans leur jardin, n'importe où, renvoyer la vidéo. Et c'était fait par groupe. Par exemple, le groupe, je dis quelque chose comme ça, du cours de 19h à 20h. Le cours de 20h à 21h. Et selon les catégories, le challenge, il était plus haut. Voilà. Et c'était corrigé par le coach? Oui, c'était corrigé il y avait un retour donné oui, c'était corrigé par Eric, par Gilbert, qui s'occupe des bébés, parce que les bébés aussi ont fait leur challenge. Et les parents se sont alliés à ça. Non, on a quand même bossé comme ça jusqu'à, on va dire, au mois de mai, quand on a commencé à sentir que ça sentait un petit peu meilleur, on va dire. Donc, à ce moment-là, Eric a commencé, parce que c'est le directeur technique. Oui, Éric Emmanuel. Éric Emmanuel, il a mis en place des entraînements à l'extérieur, les sentiers. Et on se souvient qu'il allait au Mont Matoury. Voilà, il allait à la Chaumière, il a fait tous les sentiers de Guyane, même à la plage. Donc non, donc ça vous êtes adapté. On s'est adapté jusqu'à la fin. D'accord. Autre sport de contact par excellence, le rugby. Vincent Guertin, vous aussi, comment vous avez vécu cette année 2020? D'ailleurs, je crois bien que le championnat, vous avez commencé quelques compétitions de jeunes, mais sur cette année 2020, quasiment rien. On a pu finir la Coupe de Guyane, en fait. Juste après, on a eu les départs des premières sélections. Donc les seniors étaient partis au Brésil sur une tournée. Les moins de 16 étaient en Guadeloupe. Et au retour, on a pu faire une date de championnat, la première date de championnat. Et ensuite, comme tous les sports, brutalement, tout s'est arrêté. Comment on vit cela? Comment, en tant que dirigeant et aussi les adhérents, quel a été le plus dur à vivre? Alors, racontez-nous un peu ce que vous avez vécu. Je suppose que c'est une première, donc on n'avait pas n'importe comment. C'est une première d'avoir un arrêt préfectoral et donc beaucoup de frustration au début. L'avantage, c'est que notre fédération nous a beaucoup accompagnés. Ils ont travaillé sur des protocoles très rapidement qui nous ont fournis en espérant pouvoir reprendre assez rapidement. Et donc on a communiqué énormément avec les clubs. On a mis en place, comme au judo, beaucoup de communication avec les présidents de clubs par réunion Zoom sur Internet. Et ça nous a permis d'échanger, de voir les problématiques des clubs, etc. Sachant qu'on travaille essentiellement sur les terrains de sport qui sont ouverts par les collectivités, donc c'était interdit. Et donc certains joueurs organisaient entre eux des petits sentiers, des choses comme ça, pour garder le contact. Ça, c'était important. Vous, Paul Polydor, pour le handball, vous aviez déjà été
atteints par la Covid, parce que je me souviens qu'avant la coupure, il y a eu quelques matchs qui étaient reportés, ça c'était pour la reprise, mais au mois de mars 2020, quand tout s'arrête, on approche des phases finales, on approche des playoffs et des championnats de France. Que se passe-t-il? Comment vivez-vous ça? Ça a été une période assez difficile à vivre en tous les cas, pour nous, Ligue, mais pour les clubs aussi, puisque dès le mois de mars, la Fédération française de handball nous écrivait pour nous dire qu'il fallait arrêter les compétitions. D'ailleurs, nous, on était un peu dans l'expectative parce qu'on se disait il ne se passe pas la même chose en Guyane qu'en France hexagonale, quoi. Vous avez eu envie de continuer? On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous demander d'arrêter les compétitions alors qu'il n'y avait pas de cas de Covid en Guyane? Le championnat se déroulait bien, donc on n'avait pas compris. Mais on avait cet ordre de la fédération qui nous disait qu'il fallait arrêter. Donc malheureusement, on était sur les matchs retour. On était en plus en train de préparer les sélections, comme chaque année, sur les intercomités, les interligues. Les clubs étaient sur les matchs retour. Il nous restait 2 ou 3 mois pour connaître les champions et préparer les finalités. Donc ça a été extrêmement difficile à vivre. Alors, il y a son côté positif aussi, c'est que ça nous a permis de connaître tout ce qui était la visioconférence. On a pu effectivement se perfectionner en visioconférence, peut-être s'améliorer sur le plan administratif, etc. etc. Mais notre cœur de métier, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le jeu. Et malheureusement, les clubs n'ont pas compris. Ils ont été confinés pendant trop longtemps. Et voilà quoi. C'est vrai que de mars à quasiment octobre. De mars à octobre, ouais. Donc ça vous fait 7 mois. 7 mois sans jouer. C'est vrai que, comme Madame disait, il y avait des petits challenges qui étaient lancés. Et il y avait la Fédé aussi qui accompagnait sur les webinaires, etc., etc. On en profitait pour se former sur autre chose. Mais comme je vous disais, c'était très difficile parce qu'on n'avait pas l'habitude de vivre ce genre de choses. Est-ce plus simple pour vous, Sainte-Luce-Mazarin, pour l'athlétisme? On peut considérer presque sport individuel, même si il reste un peu par équipe dans certaines disciplines. Ça a été plus simple pour vous, même si les compétitions en 2020 se sont également arrêtées? Ça n'a pas été plus simple parce que le stade était fermé. D'accord. Donc le stade fermé, donc on n'avait pas de point de mire sur un 100 mètres, sur un 200, sur un 400, ou ceux qui pratiquent les lancers, où on n'avait pas de matériel, puisque tout est au stade. On avait aussi des athlètes qui font de la hauteur ou des sauts. Donc tout ce qui est saut, tout ce qui est lancé, on ne pouvait pas en faire. Donc il nous restait que du plat. On ne pouvait pas faire non plus des haies. Donc il fallait réfléchir et voir comment ajuster la chose pour ne pas trop perdre, parce que dès septembre, on s'entraîne pour des échéances, et arrivé au mois de mars où tout le monde doit être en forme, tout le monde affûté, et là, boum, tout s'arrête. Oh là. Donc réfléchir comment faire, et surtout, on a des athlètes qui étaient prêts pour les championnats de France et tout, donc tout le temps reporté. Donc d'abord en mai, ensuite on dit en juillet, après juillet en octobre. Alors c'est lassant. Comment faire en sorte de garder certains athlètes au très bon niveau? Des athlètes qui ont déjà fait des minima. Donc minima Carifta Games, minima championnat de France. Alors c'est un vrai casse-tête et ça n'a pas été facile. Donc à l'extérieur, dans la nature, c'est vrai que... Vous aussi, vous avez fait tous les monts de l'île de Cayenne. Oui, on ne pouvait pas utiliser l'eau, c'était interdit d'aller dans la mer, où on pouvait travailler, on ne pouvait pas le faire. Donc c'était chercher des lignes droites avec des petites montées pour travailler la survitesse, travailler ensuite le sable. Heureusement, pour travailler un peu de puissance, un peu de musculation là-dedans. Et aussi les côtes pour travailler notre résistance vitesse et tout. Donc c'était un sacré travail. Hein. On va aborder un chapitre qui est celui de comment conserver les licenciés. Mais en 2 mots, j'ai envie de vous demander, pendant cette année 2020, de quoi avez-vous eu peur? Est-ce que vous avez eu peur de quelque chose ou pas? Madame Matillon. De quoi j'ai eu peur? Ou vous n'avez pas eu peur, tout simplement. Peur, c'est un grand mot.
Qu'est-ce que vous avez Le problème plus qui se pose lorsque vous avez un club avec 2 salariés et que le coup près tombe comme ça d'un coup, et que vous savez que le salaire dépend des cotisations, des sponsors qui vous aident, et que tout s'arrête, c'est pas la peur, hein? C'est beaucoup de réflexion. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire, étant donné que c'est moi la présidente? Comment je vais faire? Bon, après, les avantages sont arrivés, mais c'était à l'arbalète, hein? Entre-temps, il fallait trouver les sous. Donc, c'était pas une peur, mais c'était beaucoup de réflexion. Quels avantages qui sont tombés? L'avantage, lorsqu'ils ont mis les salariés en Chômage partiel. D'accord. C'était un grand mot. Parce que entre le temps qu'il fallait monter le dossier et l'envoyer, mais entre-temps, il faut payer le salarié. L'argent n'est pas là. L'argent arrive 3, 4, 5 mois après. On y arrive dans un instant sur l'aspect financier des choses. Et pour vous, quelle a été votre crainte ou peur, Paul Polydor? La crainte, c'était surtout de se projeter et de se dire quand est-ce qu'on pourrait redémarrer cette saison. Est-ce que ce serait une saison blanche ou pas? Est-ce qu'il y avait une possibilité, parce qu'elle a existé la possibilité pour nous, en tous les cas sport collectif, de reprendre? Puisque on se disait, en mars, il n'y avait rien, avril, mai, il n'y avait rien. Pourquoi? On a même écrit à la Fédé, avec mes collègues de Martinique et Guadeloupe, on avait écrit à la Fédé pour dire il faudrait autoriser le handball, en tous les cas, dans les départements d'outre-mer, ou dans les Drom, en tous les cas, à reprendre. Parce que ce n'était pas possible de s'arrêter. Parce que, pour nous, on pouvait aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, on n'a pas été entendu parce qu'on nous a parlé de solidarité, entre guillemets. Voilà, c'était un peu ça, l'inquiétude de se dire, est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'année prochaine? Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout, etc., etc. Et c'était tout ça, quoi. Cette inconnue, quoi. C'était une... Comment dire ça? C'était quand même un virus qu'on ne connaissait pas. On ne savait pas jusqu'où ça allait, pendant combien de temps on aurait été confiné, etc., etc. Et pour vous, Vincent Guertin? On a les mêmes problématiques. Alors sur les salariés, ça a été puisque la fédération nous a accompagnés. On a pu également demander certaines aides. Je dirais qu'on a toujours la même problématique par rapport à ce que Paul vient de dire, dans le sens où actuellement on peut reprendre, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas nous recouper aussi l'herbe sous le pied en disant stop, vous arrêtez de faire du sport? Alors oui, on a mis en place des protocoles qui suivent les recommandations de nos fédérations propres, qui suivent les recommandations de la CTG, mais du jour au lendemain, on peut encore nous dire on arrête le sport. Donc, je dirais qu'il faut qu'on en profite. Actuellement, on peut. Donc, il faut qu'on en profite pour pouvoir jouer et pour pouvoir avancer dans toutes nos démarches et faire comme si tout allait continuer correctement, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvel arrêt. Ça, c'est sûr. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un rôle social et éducatif pour beaucoup d'entre vous au sein de vos ligues, comités et clubs. Comment avoir pu maintenir ce lien social, ce rôle éducatif à travers les retours de vos licenciés? Parce que là, du coup, vous ne les aviez pas face à vous. On a vu Zoom, Teams, Challenge WhatsApp. Quels ont été les contacts francs avec vos licenciés et surtout ceux qui étaient le plus en manque de sport? Saint-Plus-Mazarin. Oui, donc c'était pas facile, mais je veux dire que par le WhatsApp, je vais le dire, WhatsApp, donc on avait la possibilité, on a beaucoup travaillé là-dessus, on s'est beaucoup échangé aussi. Et on avait, certains clubs avaient quand même des spécialistes en éducation physique, donc qui faisaient passer des messages. Et puis après, quand même, comme on n'était pas complètement confiné, puisque on avait la possibilité de sortir pour bosser. Mais je veux dire que ce qui est embêtant dans tout ça, c'est que financièrement,
financièrement, on a beaucoup perdu. Hein. Il faut dire que on a eu, en 2 ans, je vais dire en 2 ans, parce qu'on compte encore cette année, on a perdu quand même plus de 20% de plus que ça. Environ 35% de licenciés qu'on a perdu quand même. Et donc, le nombre de licenciés, c'est en relation avec la finance. Et puis donc, tout le monde ne joue pas le jeu. Je veux dire que même les sponsors, bon, ils ne peuvent pas. Il n'y a rien. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'argent. C'est ça. Donc, comment faire, on ne sait pas. Et donc, aussi, il y a quand même la région, je veux dire les bailleurs au niveau du sport, locales qui ont débloqué quand même un petit peu d'argent. Mais ça alors, c'était compliqué. On y vient sur cet aspect financier. Vous avez abordé aussi la question de perte de licenciés. À quoi attribuez-vous cela? Parce que lorsqu'on aime un sport, on vient de pratiquer, de là on ne pouvait pas. Mais même aujourd'hui, cette perte de licenciés, elle est présente. C'est quoi? C'est la peur de venir dans un sport collectif ou individuel pour attraper le Covid? La peur des parents d'emmener les enfants vers vos associations? À quoi attribuez-vous cela, voilà. Madame Mathillon? Donc, il y a plusieurs paramètres, on va dire. Parce que comme il y a plusieurs catégories, donc en partant du petit baby judo, on va dire, le parent va réfléchir. Il va réfléchir, il va dire, ouais, mais si moi je ramène mon enfant, il y a des parents comme ça qui réfléchissent. Donc, il faut trouver la bonne formule pour pouvoir tranquilliser le parent et le rassurer que quand il va emmener son gamin, il n'y aura pas de souci. On va discuter avec le parent, chose qu'on a fait beaucoup, Eric aussi surtout, pour tranquilliser le parent. Et ce qui est important, ce qu'on a fait chez nous, on a posé un protocole sur chaque niveau. Donc, pour les bébés, je vais donner un exemple. On va y revenir dans les protocoles, mais c'est surtout quelle peur il y avait. Pourquoi moins de licenciés aujourd'hui? Vous en aviez quasiment 450. 457, vous redescendez à un peu moins de 300. Voilà. Mais le problème, c'est petit à petit que vous ramenez les jeunes. Parce que les jeunes, comme je disais au départ, dépendent des parents. Et tout dépend de la réaction du parent. Comment le parent réagit en face du problème Covid. Comment le parent perçoit le sport que son enfant va faire et comment elle va étudier la chose. Parfois, l'enfant est partant, hein, mais le parent, lui, il réfléchit. Et selon les informations aussi qui sont données, parce que les radios n'arrangent pas les choses parfois, hein. La télévision, surtout, n'arrange pas les choses. Donc, le parent, à chaque fois, il cogite. Et à chaque fois, nous, on repasse derrière pour remettre les choses en place. On va parler de vos protocoles tout à l'heure. On est là pour rassurer les parents, justement. Rassurer ceux qui ne sont pas encore revenus au sport. Vous allez leur dire ce que vous avez mis en place. On est là pour ça, d'ici la fin de cette émission. Paul Polydor. L'inquiétude, moi, je pense, venait du fait qu'il n'y avait pas de vision à long terme des choses. Donc, pourquoi reprendre une licence? Pourquoi payer une licence si derrière, on ne sait pas où on ira? La saison s'est arrêtée en mars. Est-ce que la prochaine saison, elle ne veut pas s'arrêter aussi un peu plus tôt? Donc, il était difficile pour les parents d'investir comme ça et de se dire, je vais payer une licence, mais je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Donc, nous, derrière, il fallait qu'on rassure, effectivement, sur le plan sanitaire. Et ce qui nous échappait, en fin de compte, c'est de savoir est-ce qu'on aurait pu aller jusqu'au bout. Donc, c'était toute la difficulté pour faire revenir les licenciés. Vous avez beau sortir les calendriers, les plus beaux calendriers qu'il faut, mais si effectivement vous ne savez pas où vous allez, le parent ou le jeune, parce que chez nous, au niveau de la Ligue de handball, c'est 1250 licenciés. 1250 licenciés, vous avez à peu près 40% d'adultes, mais vous avez par exemple 60% de jeunes. Donc, ces 60% de jeunes-là, si vous n'êtes pas capable de leur donner ce qu'il faut pour leur dire « vous revenez, vous allez jouer », ils préfèrent peut-être rester chez eux, jouer à
PlayStation ou autre, quoi. Alors, vous, c'est l'exception peut-être qui confirme la règle. Vincent Guertin, pas de perte des licenciés. Même la création d'un club, c'est du côté de Saint-Georges de l'Oyapock. Alors, on a eu des pertes de licenciés. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas revenus. Mais vous êtes Mais c'est vrai quasiment au même qu'on a nombre. compensé par l'arrivée de nouveaux licenciés. Et également, on a un club qui s'est nouvellement créé à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Alors, le RC Amazonie, pour bien voilà, le le nommer. RC Amazonie, qui ça avait commencé avant le confinement. On a mis en place tout ce qu'il fallait au niveau de la préfecture, etc., les déclarations. On a accompagné le club par Internet et tout. Et ça s'est finalisé là, de mémoire, c'était début décembre. Ça a été validé en conseil d'administration au niveau de la Fédération française de rugby. Un club focalisé sur les jeunes pour l'instant et qui va jusqu'à Camopi. Essentiellement sur l'école de rugby et qui fait des déplacements effectivement une fois par mois pendant une semaine à Camopi pour initier les jeunes Amérindiens au rugby. Et c'est honnêtement, c'est la base du rugby, le plaisir avec ses enfants, c'est génial. On en a parlé déjà sur l'aspect financier, mais j'ai envie de savoir, est-ce que vous êtes en danger financièrement en ce début d'année 2021? Est-ce que vos emplois, les emplois que vous avez créés au sein de vos fédérations, de ligues, comités et clubs, sont en danger, sont menacés? Sainte-Luce-Mazarin. Pour vous dire, on a eu tellement de choses se sont déroulées dans cette année-là. Je prends le cas d'un club qui, du moins pas un seul club, plusieurs clubs, ont quand même payé, sachant que le championnat de France devait avoir lieu en juillet, acheter les billets pour les jeunes et 24 heures avant le départ, donc tout est fait, test Covid, pour prendre l'avion et tout, qu'est-ce qui se passe? La fédération dit, bon, pas de championnat, c'est pour plus tard. Mais je veux bien rester sur l'aspect des emplois. Oui, emploi, non, mais nous, au niveau de l'athlète, bon ben... Vous avez par exemple, Paul Polydor, des conseillers techniques fédéraux qu'il faut rémunérer. Tout à fait. Je crois d'un point de vue emploi, les choses avaient été bien faites, si l'on peut dire. La Ligue s'était fait accompagner. Il faut savoir que les collectivités ont joué le jeu, les subventions n'ont pas été confinées, heureusement d'ailleurs, donc elles sont arrivées à temps. La Fédération française d'handball a joué le jeu aussi, donc on a pu préserver nos emplois. Je ne pourrais pas dire ce soir que les emplois étaient menacés à cause du Covid. Non, bien au contraire, on a su assumer les choses. Vous avez un pôle également au niveau du rugby. Oui. Rien à craindre pour les emplois de ceux qui encadrent ce pôle? On a de la chance, comme Paul au hand, on est bien accompagné par la collectivité et par notre fédération, même si là, dernièrement, ils nous ont demandé de regarder pour mettre en place le chômage partiel, ce qui est fait actuellement sur les conseillers techniques en métropole. Donc on regarde, mais on a réussi à négocier pour qu'ils puissent quand même avoir plus d'activités qu'en métropole, si vous voulez. Les caisses ne sont pas tout à fait vides. Elles ne sont pas vides, mais non. Parce qu'on fait attention aux dépenses qu'on fait et on va chercher de l'argent. Effectivement, on est devenu plus des administratifs à aller chercher par rapport aux demandes de subventions, etc., plus rentrer dans les cases, plus que des sportifs à proprement parler maintenant. Aujourd'hui, un président de club, un président de ligue, c'est un gestionnaire. Voilà, donc il faut savoir faire attention, il faut savoir où vous allez et pour ne pas trop dépenser, mais en tous les cas, faire en sorte que votre discipline sorte gagnante, en tous les cas. Et que les clubs sortent aussi gagnants. Vous avez eu des fonds venant du fonds d'urgence des associations mis en place depuis le 1er janvier? Non, pas du tout. Vous êtes au courant de cela? De ce fonds d'urgence mis en place pour toutes les associations depuis le 1er janvier? J'ai vu passer un dossier, oui. Bon, on vous en dit 2 mots après l'émission pour que vous puissiez, et puis toutes les autres associations qui nous regardent, si vous n'êtes pas informés, renseignez-vous sur ce fonds d'urgence fait pour les associations mis en place depuis le 1er janvier. Et vous avez jusqu'au mois de juin, si je m'en souviens bien, pour pouvoir faire vos demandes d'aide au niveau financier. Alors, on va parler de la reprise. Il a fallu, je le disais tout à l'heure, se réinventer, appliquer des protocoles très exigeants.
je vais même jusqu'à modifier l'ADN de certains championnats. Les épreuves interrégionales seront-elles maintenues? Quid de notre participation aux différents championnats de France et les playoffs? Alors, tout d'abord, dans l'adaptation des gestes barrières et protocoles, vous avez négocié avec les collectivités et la préfecture des protocoles très stricts pour pouvoir reprendre vos activités depuis quelques jours. Faites-vous confiance à ces protocoles? Évidemment, puisque ces protocoles ont été écrits aussi avec nous, Ligue, avec la Fédération française, notre fédération en tous les cas, avec le médecin de la fédération, mais avec nous, Ligue aussi, puisqu'on a dû adapter les protocoles fédéraux localement. Voilà. Donc avec notre commission médicale, avec nos clubs, etc. etc. Donc évidemment qu'on les fait confiance. Sinon, on n'aurait pas pu reprendre et surtout aller discuter avec la préfecture pour dire voilà ce qu'on a mis en place depuis le mois de mars, voire avril 2020. Et ça fonctionne. Donc oui, on les fait confiance. Quel exemple de protocole Madame Matillon, pouvez-vous nous expliquer, donner comme exemple de protocole mis en place pour vous, judo, sport de contact? Donc le protocole judo, on s'est basé sur le protocole de la Fédération française. Il y avait 4 niveaux. Par rapport à la situation du pays, on s'est posé sur un niveau et on l'a adapté. Par exemple, le jeune, il arrive. Avant, il sortait de chez lui avec son kimono habillé, il arrivait. Ça, c'est terminé. Il arrive, son kimono, il est dans son sac. Dans son sac, il a son gel pour ses mains. Il a une deuxième paire de savates qu'il n'utilise qu'à l'intérieur du dojo. Il a sa bouteille d'eau. À l'entrée, on a une feuille de présence. On note le nom de l'accompagnateur, celui qui a ramené l'enfant, son numéro de téléphone. Le jeune, il rentre. Quand il rentre, il a un coin, il s'habille. Quand il a fini de s'habiller, il échange ses savates. Il part avec son sac. Il arrive au bord du tatami et chacun a un emplacement pour poser son sac. Quand il a posé son sac, il prend son gel hydroalcoolique. Il se désinfecte les mains, désinfecte les pieds et ça lui monte sur le tatami. Pas de prise de température? La température, c'est à l'arrivée. À l'arrivée. À l'arrivée, juste avant la prise de notes. Et c'est pareil, les parents n'ont pas accès à la salle d'entraînement, sauf pour les petits de 4-5 ans, un parent par enfant. Pour l'athlétisme, vous avez repris les compétitions dans sa globalité maintenant. Oui. Alors, donc, c'est pareil que madame. Donc, lorsqu'on rentre au stade, il faut émarger. Nom, prénom, tout. Ensuite, rentrer quand vous faites ça, c'est dans prise le de stade. température, hein, c'est ça? Oui, oui. Quand vous faites ça, ce geste, c'est prise de température. Non, il n'y a pas de... Il y a pas de température. On ne le fait pas, là. Vous ne faites pas de prise de température. Donc, on rentre sur le stade. Si, au niveau des... Vous la faites? Si on s'entraîne au javelot, ah ben, c'est un javelot par personne. Et ensuite, à chaque fois, il faut quand même essuyer. Désinfecter. OK? Bien essuyer avec le gel et tout. Après, on met de côté. Donc, c'est pour tout. Quelqu'un se sert d'un starting block. Pareil, il faut c'est le protocole est comme ça, donc il faut le faire. Vincent Guertin, vous n'avez pas encore repris le championnat, mais quel protocole pour un match de rugby? Alors, c'est les mêmes types de protocoles. Plaquage et tout devient interdit ou pas? Non. Le rugby à 100% est autorisé. Mais effectivement, les joueurs devront arriver au stade. Alors, par contre, nous, on n'a pas accès au vestiaire. Donc, ils devront arriver habillés. Ils ne pourront pas se doucher, ce qui pose problème pour les matchs quand on va dans l'Ouest guyanais ou que l'Ouest guyanais vient sur Cayenne. Parce que refaire 3 ou 4 heures de route, sale, c'est pas toujours très sympa. Donc, on est en train de voir pour mettre en place des tuyaux d'eau à l'extérieur. Voilà, on va limiter. Et après, chose qu'on aime au rugby, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour. Et effectivement, ça, quand on s'est interdit maintenant, on y revient sur on va être au huis clos, en fait,
pour les matchs, pour les compétitions. Vos terrains sont ouverts. Généralement, vous avez des terrains où il n'y a pas de danse. Alors, comment empêcher le public de venir? On ne pourra pas empêcher le public de venir, mais disons que les tribunes seront interdites, les vestiaires sont interdits, il n'y aura pas de buvette. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure de l'aspect financier pour les clubs. Oui, allez-y, Paul Poulidor, et puis ensuite Saint-Luc-Mazarin. Au hand, effectivement, on a à peu près, tous les sports ont à peu près le même protocole. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que chaque club devait nommer des référents Covid. Voilà. Oui. Et vous aviez par catégorie, par exemple, un référent Covid. Donc, dans un club, vous pouvez avoir 3 référents Covid. Si je prends le cas des matchs qui se jouaient, par exemple, à l'époque avec le public, quand un ballon allait dans les tribunes, le ballon qui était renvoyé, par exemple, par quelqu'un de la tribune, il ne servait pas. Il était sorti, nettoyé, et on jouait avec un nouveau ballon. Ça c'était aussi un protocole. Ça, c'était au mois d'octobre. Ça, c'était au mois d'octobre. Pareil, sur le banc, le second entraîneur, il était masqué. D'accord. Pareil, à la table de marque, les gens à la table de marque, les personnes qui étaient à la table de marque étaient masquées aussi. Donc, c'était des protocoles qui étaient vraiment stricts pour éviter justement cette Ils sont encore en vigueur aujourd'hui. Ils sont toujours en vigueur, voire renforcés. Donc, les protocoles fonctionnaient comme il fallait. C'est plus Mazarin. Oui, alors, je disais que, bon, il y a l'aspect piste, mais il y a aussi l'aspect course, le demi-fond, le trail ou les crosses. Oui, je voulais en venir parce que là aussi, vous avez dû vous inventer pour le trail. Alors, le trail, pour ceux qui ne savent pas, c'est la course hors stade, c'est la course sur les circuits, je dirais, chemins, les différents duels, tout ce que l'on connaît comme circuit difficile sur le département. Donc, c'est les courses hors stade. Oui, donc il fallait, si on avait combien, 80 inscrits, eh bien, il fallait partir par vague de 10. Mais à 2 minutes d'intervalle à chaque fois. Et puis donc, et après, donc, le problème, c'est au niveau du chrono. Le chronométrage, c'est compliqué. Donc, il faut bien retenir qui c'est qui était dans telle vague. Et après, oui, c'est un sacré travail. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça se déroule convenablement. Une question tout de même sur le huis clos. En dehors des grandes périodes de finale, les play-offs, il n'y a pas grand monde dans les stades. On a vu par exemple sur la gymnastique rythmique ce week-end à Cayenne, quelques parents obligés de regarder à travers les persiennes. Est-ce que vous comprenez ce huis clos ou est-il exagéré lorsque l'on sait qu'il n'y a pas finalement grand monde dans les gradins? Ce sont souvent les compagnons des joueurs ou alors les parents des enfants surtout qui viennent. Alors c'est vrai que je suis allé au match, c'était jeudi dernier, on était 2 dans les tribunes, donc on avait toutes les tribunes pour nous. C'est difficile pour les joueurs de s'exprimer sans public aujourd'hui. On a l'impression d'un vide, d'un manque, parce que quand vous entendez les joueurs, vous ne ressentez pas ces matchs d'avant, ces challenges qu'il y avait entre joueurs, etc., etc. Alors que le public, c'était le 8e homme au handball, peut-être le 12e au football ou je ne sais pas quoi. Le 16e au rugby. Et il y a des matchs où il n'y avait pas grand monde. Mais là, on parle effectivement des phases finales. Il n'y avait peut-être pas grand monde, vous aviez quand même du public. Vous aviez une 60aine de personnes et ça faisait 200. C'est comme s'il y en avait 200, quoi. Donc, cette force que le public donnait aux joueurs... 60 personnes dans un stade qui en contient, CSD, 800 ou 700 personnes, effectivement... Vous n'avez pas pu négocier au moins ça, 60 personnes sur un stade de 800 personnes? Moi, je pense que ce sont des négociations qui viendront par la suite. On va certainement parler tout à l'heure ces négociations qui ont eu lieu avec la préfecture. Moi, je pense que chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je suppose que les instances regardent, ils observent comment les choses se passent, et peut-être que, je dirais, après le 14 février, il nous dira, écoutez, compte tenu de l'avancée des choses, compte tenu des cas qui diminuent en Guyane, peut-être que le préfet Menton, il comprendra aussi. On remet le public, pourquoi pas? Nous, en tous les cas, on est demandeurs. Parce qu'un match sans public, c'est difficile. Mettez-vous à la place des joueurs, en tous les cas. Surtout en Guyane, où les supporters sont particulièrement chauds et encouragent toujours leurs équipes.
C'est vrai que c'est un manque pour tous les sports, clairement. Et le public, c'est une source de motivation aussi. Donc, on en a besoin. Alors, il ne faut pas oublier une chose aussi, Fabrice, c'est que le public, ça ramenait des recettes aussi pour les clubs. On y revient, bien sûr. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'aujourd'hui, un match que vous faites sans public, par contre, l'arbitre, il faut le payer. Vous comprenez? Il se déplace, l'arbitre, il faut le payer. Et de l'autre côté, vous n'avez pas de public, vous n'avez pas d'entrée. Donc ça aussi, je pense qu'il faudrait qu'on y réfléchisse. On parle de sport amateur, mais il y a quand même des factures à payer au sein de ces associations. Ouais. On va parler un peu de sport quand même, parce que vous avez dû les protocoles à mettre en place, mais aussi des formules de championnat qui ont évolué. Par exemple, pour vous, Yvonique Matillon, le judo sans contact. Oui, le judo sans contact, on a dû le mettre en place, c'était à la reprise lorsqu'on n'avait pas le droit de faire le judo. Donc le judo sans contact, c'est tout simple. On mime l'action et l'autre fait semblant de subir l'action, c'est tout. C'est ça le judo sans contact. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, est-ce que tout est nominal? Vous avez repris vos habitudes? Oui, on a repris nos habitudes. Bon, il y a d'autres choses aussi dans le judo sans contact. On peut attacher une corde ou une ceinture pour aussi s'entraîner aux techniques. Donc, c'est ça le judo sans contact. Il y a les chutes, c'est du sans contact aussi. Pour le handball, pas de changement apparemment pour les équipes seniors, mais une autre formule de championnat pour les jeunes. Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, on nous a confiné le corps, mais pas l'esprit, ni l'intelligence en tous les cas. Donc, on a dû s'adapter, effectivement, en senior. Bon, on a réuni les clubs, c'est vrai, pour avoir leur aval, pour qu'ils puissent réfléchir. On avait proposé 4 scénarios de championnat. Et en tous les cas, sur la catégorie senior, ils ont préféré, les clubs ont voté pour continuer le championnat dans sa première mouture. Pour les jeunes, par contre, on a innové, on a fait des championnats de district. C'est-à-dire, vous aurez un championnat sur l'Ouest qui va concerner Mana, le Cosma et le Geldar. Vous aurez un championnat un peu plus d'intérieur qui va concerner Makoya, la JSE et Montabo. La JSE Cayenne. Et Cayenne, les deux, la JSE et Montabo sont Cayenne, et Makoya, donc, Ara de Makoya, question Makoya. Et vous aurez un troisième championnat, un troisième district qui va concerner les 2 clubs de Montjoly, c'est-à-dire Emirant Balking, Montjoly et Matoury. Ça, c'est pour les jeunes. Ça, c'est pour éviter d'avoir trop de jeunes aussi dans un gymnase, et aussi éviter les distances. Les distances, les temps de trajet. Donc, des playoffs, en 2 mots, des playoffs? Ah oui, bien sûr. Pour les jeunes, ce seront des playoffs à 8. C'est un choix aussi des clubs, contrairement aux années précédentes où c'était des playoffs à 4. Pour les jeunes, ce sera un playoff à 8. Et pour les seniors, on reste dans la même formule de playoff à 4. 4 formations en compétition pour le rugby, le RC Tigre, le RC Kourou, le Cosma et le Stade Cayennais. La formule ne change pas, mais il y aura le rendez-vous habituel anti-Guyane à Pâques. La formule ne change pas. Le rendez-vous habituel à Pâques, tournoi anti-Guyane, qui aura lieu en Martinique, puisqu'il n'a pas pu avoir lieu l'an dernier, et que tous les billets d'avion ont déjà été avancés quasiment. Donc il aura lieu en Martinique. On attend une dernière confirmation fin du mois de février pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, ni en Martinique, ni en Guyane, ni en Guadeloupe. Sachant d'ailleurs, je peux me permettre d'en parler ce soir, il faut qu'on soit très vigilant sur les procédures qu'on a pendant les matchs. En Martinique, le comité de rugby a été rappelé à l'ordre, puisqu'il y a eu des contrôles sur 2 matchs le week-end dernier. Et en fait, certains protocoles, certains gestes barrières n'étaient pas respectés par le public, puisqu'en Martinique, ils ont le droit au public. Et le comité de rugby a reçu un courrier de la préfecture en disant « Attention, vous ne respectez pas les protocoles ». Donc, je tiens à ce que tous les comités en Guyane soient vigilants. Ça pourrait nous arriver et ce serait dommageable, non seulement pour la discipline, et aussi pour les autres disciplines. Donc, soyons prudents pour tout le monde. Et on sait que pour l'athlétisme, très peu de changements. Vous avez repris donc vos compétitions. On a même vu Jemima Joseph qui s'est entraînée ici en Guyane, réaliser de belles performances au meeting de Metz. On a fait encore. On a profité quand même du Covid pour donner un peu plus d'allant à 2 clubs.
Donc je veux dire Mana, qui va ouvrir sa section d'athlétisme. Et on relance aussi le Cosma, où on a fait une journée porte ouverte à Saint-Laurent pour redynamiser tout ça. Donc on espère encore faire venir des licenciés. Donc, transition toute trouvée pour parler de l'avenir du sport en Guyane, mais vous vouliez rajouter quelque chose? Juste rajouter une chose, c'est que nous, en tous les cas au handball, on a pu négocier avec la fédération le maintien des finalités. C'est-à-dire pour les clubs seniors qui seraient champions. Championnat de France. Championnat de France, entre guillemets, mais il n'y aura que les départements d'outre-mer. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte. Oui, parce qu'en France, le championnat amateur est arrêté. Le championnat amateur est arrêté, donc voilà, il n'y a pas de possibilité de les faire jouer. Voilà, par contre, nous, ça se fera à la maison du handball et on a pu aussi obtenir le maintien des intercomités. Je rappelle dans lequel on a d'excellents résultats. Donc les intercomités se tiendront bien cette année à la maison du handball en France, à Créteil, avec pareil la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Et idem pour les interligues. Donc ça, c'est un combat qu'on a gagné, si l'on peut dire, avec pas un combat, puisque ça a été une proposition qui a été acceptée par la fédération. On maintient en tous les cas ces finalités. C'est une bonne nouvelle en tous les cas pour nos jeunes. Alors après tout ce que l'on vient de dire, on va terminer cette émission, mais pour donner envie à ceux qui ne sont pas revenus vers vous, les licenciés qui sont en attente, les parents qui sont inquiets pour mettre leurs enfants dans vos associations pour la pratique du sport. Est-ce que vous-même, vous êtes inquiet pour l'avenir du sport en Guyane? Madame Matillon? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut juste trouver le juste milieu de l'affaire. Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude. Tout est adaptable. Toute situation est adaptable. J'ai envie de vous dire que la pratique du sport, est-ce qu'elle n'est pas finalement plus sécurisée actuellement? Je ne peux pas dire que c'est... Non, c'est pas plus sécurisé, c'est simplement... c'est adapté à une situation. Oui. Les parents s'adaptent et puis, les enfants sont là. De toutes les façons, on ne craint rien. Ils sont là. Donc, l'envie est toujours là, mais c'est juste le petit pas, le petit truc à franchir, quoi. Donc, décider de le faire et tout ira. Vincent Gartin? Moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'inquiétude pour le sport en Guyane, simplement parce qu'on a un gros volet social qui est important chez nous. Et le sport, ça reste la santé, comme on dit depuis très longtemps. Et je pense que le fait de maintenir le sport évite de développer plus de cas de Covid. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'est le message qui a été porté par tous les présidents de ligues et de comités quand ils ont été à la CTG et à la préfecture. Et c'est le message qui a vraiment été entendu. Le sport apporte beaucoup au niveau du social et au niveau des quartiers et également au niveau de la santé. Donc, pas beaucoup d'inquiétude. Que dites-vous donc, je Paul crois Polydor? que le sport, tout le monde le sait, celui qui fait du sport, il est de moins en moins malade dans tous les cas. Donc, on a su effectivement apporter ce message au niveau des collectivités, de la préfecture, pour leur dire, franchement, il n'y a pas de raison de confiner un sportif. Le sportif, il a l'habitude de travailler, il a l'habitude de se préparer mentalement, il a l'habitude de se préparer à la fois contre les accidents musculaires et autres. Donc c'est une préparation mentale qui existe déjà dans la façon de faire du sportif. Donc je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en tous les cas pour les sports en général, parce que c'est une préparation physique, mentale et psychologique qui est faite régulièrement. Donc non, je crois qu'il faut qu'on continue à fonctionner, il faut qu'on aille plus loin, faire revenir aussi les spectateurs, parce que quand on regarde les derniers chiffres, contrairement à la France hexagonale, nous, les chiffres sont en baisse, ça fait 2 semaines. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement améliorer les protocoles, améliorer les choses pour permettre justement à nos sportifs d'évoluer correctement, entre guillemets? Il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Votre note d'espoir pour cette année 2021, Vincent Gartin. Eh bien, qu'on puisse enfin finir la saison en cours et qu'on ait de plus en plus de licenciés, tout simplement. Sainte-Luce Mazarin.
Je dirais que nous avons des athlètes de très bon niveau qui voudraient voir autre chose que rester dans... Ça fait 2 ans, hein, ça va faire 2 ans, de rester dans le département alors qu'ils s'entraînent. Donc ils voient un peu la finalité de leur entraînement, qu'il faudrait que ça les emmène quelque part. Donc on attend que ça. Et puis j'ai espoir qu'on reviendra aux bonnes choses. Paul Polydor. Je crois que on a toujours eu de l'espoir, on est optimiste. Un handballeur, un sportif en général, c'est quelqu'un d'optimiste. Il se blesse, il sait. Quand le médecin lui dit vous allez revenir dans 3 mois, il est revenu dans 1 mois. Donc je vous dis, c'est une préparation. On a perdu des licenciés, mais j'ai bon espoir que l'année prochaine, les choses se passent dans des meilleures conditions en tous les cas. Et je fais appel aux parents, vraiment, envoyez vos enfants faire du sport, qu'ils arrêtent de jouer à la PlayStation ou je ne sais plus, à la DS ou autre, qu'ils viennent faire du sport, vraiment, le bon sport. Il a raison. Yvonique Matillon, le mot de la fin pour vous. Sur cette note d'espoir pour 2021. La note d'espoir, c'est que nous sommes situés dans un pays qui nous permet de faire le sport. Si on ne peut pas le faire à l'intérieur, on le fait à l'extérieur. Donc, moi, l'espoir, c'est ça, l'adaptation. Si on ne peut pas le faire, on le fera à l'extérieur, on le fera sur une place ouverte, on le fera sur la... Le pays permet de trouver une solution. Le pays permet de trouver des solutions. Même si sport. Voilà, Merci. Le pays le permet. Merci à vous tous de vous être libérés pour participer avec nous à ce débat 973 consacré au sport. Merci aux équipes ayant permis sa réalisation. Débat 973 revient le 23 février prochain. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci. Merci.